Moteur! Allons-y! Moteur! Він так виріс. Що таке святику? Ти віриш в славу? Bonjour, bonjour, je vous parle aujourd'hui du film de Emmanuel Finkiel, La chambre de Mariana. C'est un film qui est adapté d'un roman de Aaron Appelfeld, que je n'ai pas lu, je le reconnais, c'est un bouquin qui est sorti en 2008. Un auteur à succès, et pour avoir vu La douleur en 2017, avec la même comédienne Mélanie Thierry, je me suis dit que ce film, La chambre de Mariana, pouvait être intéressant. Alors, qui est le réalisateur, Emmanuel Finkiel? Eh bien, il est coutumier de films longs, on va dire. C'est pas toujours un gage de qualité. Et d'ailleurs, il semblerait que à Cannes cette année, enfin, c'était vraiment le défaut de beaucoup de films. Enfin, je ferme la parenthèse. Mais pour la sensibilité de la comédienne et la sienne, donc celle du réalisateur, par l'histoire même de ce réalisateur, parce qu'il est d'origine polonaise. Son grand-père était rabbin. Et surtout, il avait travaillé avec Godard ou peut-être aussi, je crois, Kieślowski. Vous savez, celui qui a fait Bleu, Blanc, Rouge, etc., etc. Donc Finkiel, apparemment, a priori, a du savoir-faire. Et là, il s'agit de son troisième film où il parle de la Shoah. La douleur, le film était donc adapté du roman de Marguerite Duras et c'était avec déjà Mélanie Thierry. Oui, il pouvait se lancer dans l'adaptation du livre de Appelfeld. C'est quoi l'histoire? Un gamin qui, pour le sauver des nazis, est caché par sa mère chez une amie à elle, Mariana, qui est une prostituée. D'accord, ok, ça c'est le point de départ. Mais il me semble que, on a mis beaucoup ça en valeur, mais il me semble que l'essentiel, c'est pas cela. Ce sont les conséquences qui sont tragiques pour ce petit Hugo. Car la prostituée au grand cœur va initier le jeune Hugo au sexe. Alors j'ai entendu plusieurs critiques, de femmes notamment, dire avoir été moins intéressées par la fin du film, balayant la fin du film d'une main. À mon avis, c'est un peu rapide, je pense, parce que l'histoire de Hugo, elle est là, dans la seconde partie du film. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis MeToo, les femmes sont persuadées qu'il n'y a que les hommes qui sont des monstres, des prédateurs, gna 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 gna. Là, c'est une femme, alors on préfère occulter la chose. Bon, à titre personnel, ça me dérange vraiment pas. D'autres films, d'ailleurs, ont montré les conséquences sur ces jeunes garçons d'aventures sexuelles avec des femmes beaucoup plus âgées. Et je trouve que, d'ailleurs, il y avait un film dans ce genre-là et qui était vraiment magnifique, je le cite parce que ça vaut vraiment le détour, c'était Été 42. Été 42, c'était un film de Robert Mulligan en 1971, et avec une sublime musique, c'était celle de Michel Legrand. Je ne vais pas vous chanter, mais enfin, quand on a entendu cette musique, on s'en souvient à vie. Et d'ailleurs, avec cette musique, il avait obtenu un Oscar. Et ici, donc, si le film est proche du livre, ce pauvre Hugo a un parcours que Finkiel, le réalisateur, traite dans le noir. Donc c'est quand même un point de vue. Cela commence dès les premières images, où sa mère le traîne, dans la nuit, à travers des égouts de la ville, et il en sort complètement puant et apeuré. Elle a fait ça parce que les nazis sont sur place et qu'elle veut absolument protéger son fils. Donc, ça commence par un tunnel. Et la fin, pareil, s'il croit entendre à un moment Mariana, qui est pour lui très importante, parce qu'elle siffle, elle lui a dit « je t'appellerai comme ça », donc elle met ses 2 doigts dans la bouche et elle siffle, il croit l'entendre. Eh bien, cela se fait et c'est filmé que dans un environnement opaque. Au fond, ce jeune Hugo, il ne peut plus rêver. Et là, je pense à Bachelard, vous savez, mon maître. La réalité tue le rêve. Oui, dans son réduit, il arrivait plus ou moins, grâce aux sons, aux images morcelées qu'il voyait entre les interstices de son cagibi, à recréer un monde à lui, avec un érotisme à lui, offert par son regard. C'était d'ailleurs comme un jeu de miroir. Jeu de miroir d'ailleurs intéressant parce qu'à un moment, quand il va sortir de temps en temps de son cagibi, il s'amuse avec un miroir et il fait venir la lumière
il parcourt le corps de la prostituée avec son miroir, comme ça, il la met en lumière. Donc c'était un érotisme mêlé un peu de peur, et puis il peu à peu va s'estomper, il va prendre les devants, tout d'un coup il va devenir même, il va virer un client, il devient jaloux, il va même gifler Mariana. Ça aussi c'est intéressant. Alors on peut pas dire, quand on fait un critique de film, on peut pas balayer d'une main cette deuxième partie du film qui est capitale. Et oui, mais bon, voilà, après on en pense qu'on veut, c'est un autre sujet. Et donc, en revanche, il y a un plan que je trouve très intéressant, parce qu'il dit tout de la situation. Vous avez Hugo et Mariana qui sont emmenés dans un camion par les nazis, etc., et on les dépose devant une grille. Elle lui donne sa valise, et elle est emmenée. Et là, il est là, assis sur cette valise, en premier plan, et il est séparé de Mariana par une énorme grille qui prend la totalité du cadrage, la totalité du plan. Au fond, il est en tôle. Cette aventure nocturne, avec cette prostituée, eh bien, a amené à quelque chose de plutôt négatif. Il est seul avec ses souvenirs, c'est une valise. Il est assis sur la valise. Et c'est une valise qui est quand même dure à porter, qui est plutôt lourde. C'est d'ailleurs un très 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 beau plan. Et à mon avis, là on a le sens du film. Et donc, il me semble que la première partie, Hugo dans son cagibi, qui regarde, qui écoute, elle est beaucoup trop longue. C'est pour ça que le film est quand même pas réussi à 100%. Le film est trop long et là, c'est là qu'il fallait supprimer. Ça sert à rien. Je veux dire, le poids de cette enfance sur son devenir, oui, d'accord, on avait tout compris, mais bon, ça dure une plombe. En revanche, comme Appelfeld a raconté son histoire, il faut quand même savoir que Appelfeld, puisque c'était sa propre histoire, je parle du romancier, il en a fait un livre. Pas si mal. Lui, c'est plutôt positif. La conséquence de cette aventure est plutôt positive. On remarquera que Mariana, d'ailleurs, parle d'elle à la troisième personne. Ça, c'est très étonnant. Tout le long du film, tu fais confiance. Bon, alors, évidemment, tout le monde a fait des gorges chaudes parce qu'elle a appris l'ukrainien ou je ne sais quoi. Enfin bon, c'est quand même le b.a.-ba d'une comédienne. Enfin, il me semble, il y a eu d'autres exploits de la même sorte avant. Enfin, bref. Mais en revanche, ce fait qu'elle parle à la troisième personne, c'est une façon d'accentuer l'histoire de Hugo. Elle est de son côté. Elle aussi, elle vit comme les autres, comme le fait Hugo. C'est-à-dire qu'elle... d'ailleurs, elle aussi doit se cacher, puisqu'elle est juive. Et donc, elle voit la vie un peu extérieure à elle. Et le fait d'être une prostituée puisqu'elle reçoit surtout des clients allemands, ça la protège. Ça la protège. Et là encore, tout est mensonge. Parce qu'elle explique à Hugo, il a entendu des bruits, tout ça, il s'est demandé ce que c'était, et alors il lui dit « Mais tu as été malade ?» Et alors elle le rassure « Non, je ne suis pas malade. On rit beaucoup, tu sais, on fait semblant. » Donc elle joue avec les Allemands, elle joue la pute, voilà, etc. On ment, et d'ailleurs dans ce film, on ment tout le temps. On ment tout le temps, pour cacher qu'on est juif, donc on met une croix catholique, etc., etc. Et je repense à Mariana, pour expliquer la fin aussi. Elle est sur une photo, elle montre une photo à Hugo. Elle est sur la photo donc avec la mère de Hugo. Et puis il y a un homme, c'est Zygmunt. Zygmunt, c'est l'oncle de Hugo, c'est-à-dire le frère de son ami et le frère de sa mère, évidemment. Et Mariana avoue qu'elle était amoureuse de Zygmunt. Et donc, cette relation qui se crée entre Hugo et Zygmunt, on peut se demander si elle ne fait pas un transfert de Hugo, enfin en tout cas de Zygmunt sur Hugo, qui a été tué et qu'elle aimait. Mais bon, en même temps, voilà, c'est les images qui me font dire ça. Mais bon, pourquoi pas? On n'a pas la réponse et personne n'en a parlé. Et donc, à un moment, il y a une séquence aussi pour montrer quand même le contexte de la guerre qui est terrible. On voit la Shoah et Hugo découvre un charnier. C'est un plan de nuit, avec en plus un voleur de cadavres, vous voyez, tout va bien. Mais on se demande dans le film, et je n'ai pas la réponse, et je n'ai pas la réponse du réalisateur, je n'ai pas entendu parler de ça, vrai ou faux? Est-ce que c'était un plan utile ou pas? Je ne sais pas. En même temps, la réalité, on n'en sait rien, parce que dans ce charnier, il y voit sa cousine, qui serait morte. Comme on n'en sait rien, c'est peut-être inventé, on ne sait pas. Ça, c'est aussi intéressant, mais peut-être que là, on avait une façon d'écrire l'histoire qui aurait pu être constante dans le film et jouer la plupart du temps sur la réalité et la fiction. Je ne sais pas.
Et dans l'histoire, l'histoire avec un grand H, qui nous parle, dont on parle évidemment dans le film, on retiendra quand même que à un moment, c'est le départ des Allemands et ils sont remplacés par les Russes. Et comme on le sait, c'est pas mieux. Ça ne fut pas mieux, évidemment. Et donc, la fête est finie. La fête est finie. Alors bon, voilà, donc évidemment, après, quand on s'intéresse à l'histoire, on va voir un peu plus près de quoi il s'agit. Le film ne parle pas de ça, le film parle surtout de cette relation. Et donc, à un moment, il s'enfuit. Alors là, je vais vous dire, ça m'a quand même un peu fait rire, parce qu'ils finissent par pouvoir s'enfuir, mais ils vont être récupérés à la fin, puisque je vous ai parlé du plan, où ils sont séparés par les grilles. Mais elle s'enfuit, et elle, vous voyez, pour passer inaperçue, elle a mis une belle robe rouge. Bon, donc c'est amusant, enfin voilà. Remarquez en même temps, ça nous dit qu'on est dans le cinéma. On n'est pas en train de faire un documentaire, donc c'est quand même, ça c'est quand même important. Donc, c'est un film qui a l'air de suivre méthodiquement la narration du livre. C'est l'impression que j'ai eue. Et c'est peut-être ce qui le rend un peu ennuyeux et lourd. Et en même temps, je trouve que de la part des critiques, on ne peut pas voir non plus dans un film que ce qui vous arrange. Il faut voir le film en totalité. C'est pour ça que quand je vois que tout d'un coup, on a balayé d'un revers de main la deuxième partie, bah, je trouve que c'est un peu dommage, parce que pour moi, c'est l'essentiel. C'est au fond le vrai objectif du film, peut-être. Enfin, c'est quand même ce qui est arrivé à Hugo. Et oui, c'est la chambre de Mariana, d'accord, mais c'est dans cette chambre qu'il a vécu et qu'il a pu se construire. Et c'est peut-être un peu dramatique, voilà. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'est un film qui est à voir, bien sûr, mais voilà, je trouve que c'est pas un film réussi à 100%, tant s'en faut. Bien, alors écoutez, on va écouter tout de suite la bande-annonce, peut-être. Привет, Hugo. Я Mariana. Mach dir keine Sorgen. Mir wird's dir gut gehen. Mama liebt dich mehr als alles auf der Welt. Ніхто не буде знати, що ти тут. Nee, wieder йди від вікна. Якщо запитають, чий ти, скажи, ти син Мар'яни. Не звертай увагу на звуки. Камера робота. О, мой Liebling. Ой, командант. Дивись. Правда гарно? So, jetzt schließ die Augen. Denk an etwas. Hier liegt überall Schnee. Irgendetwas. Mama, ich will bei dir bleiben. Du bist mein Herzblut. Vertrau Marianne. Він так виріс. Що таке, Святинко? Ти віриш в славу? Я пообіцяла твоїй мамі тебе захищати. Захищу. Alors évidemment, vous êtes un peu comme Hugo, parce que là vous n'avez entendu que le son, voilà. Et donc imaginez, voilà, on imagine plein de trucs. Vous n'avez rien vu, mais vous avez entendu. Donc après, vous faites votre propre film. Voilà, donc ça c'est intéressant à la radio quelquefois de ne pas voir d'images, parce que on voit des images. Le son donne des images. Bon, bref, ça c'est un autre sujet, un autre débat, etc., etc. Bon, alors on se revoit bientôt. Alors, je voudrais quand même vous prévenir, dès maintenant, si vous m'écoutez évidemment, et si vous êtes dans les parages, il se trouve que pour le festival Ciné-Paul Clap, vous le savez maintenant, c'est un film polonais en France. Eh bien, dans le cadre des 25 ans de la Maison des Relations Internationales, le lundi 23 juin, je présente un film autour de midi, mais c'est surtout que le soir, vous pourrez le voir, il s'agit de Cold War, c'est un petit chef-d'œuvre, Cold War, de film de Pavel Pawlowski, et ce sera projeté en plein air
dans les jardins de la Maison des Relations Internationales à Montpellier, c'est-à-dire au bout de l'esplanade. Donc voilà, ce sera l'occasion aussi de se voir, parce que là aussi, vous m'entendez, mais vous ne m'avez jamais vu. Remarquez, vous risquez d'être déçus, mais c'est pas grave. Voilà, donc de toute façon, à bientôt, j'espère.